Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, avec 2 rediffusions dans la semaine. Mardi, 20h, jeudi, 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Gabon, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers la planète. Nous vous retrouvons toujours dans le cadre de l'émission Gabon Politique, notre rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Richard Moulomba Mombo, un acteur politique de l'opposition gabonaise, président de l'Alliance pour la Renaissance nationale, en abrégé ARENA. Notre invité est également ancien secrétaire général de l'Union du peuple gabonais, l'UPG, formation politique qu'il a quitté en 2011, quelques mois seulement avant le décès de son fondateur, Pierre Mamboundou. Monsieur le Président de l'ARENA, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce studio de Radio Gabon en cette période de crise? Malgré la crise, je vous remercie déjà pour votre invitation et je crois que je n'ai pas de raison de me sentir mal à l'aise. Et comment vivez-vous la psychose actuelle causée par le virus Covid-19? Écoutez, le Covid-19 est une pandémie, comme vous le savez, et il n'y a plus rien à apprendre aux gens puisque tout a été dit à travers le monde sur cette pandémie. Il faut prendre toutes les précautions qui sont dictées et qui sont requises pour que chacun essaie de se protéger, parce qu'en plus, c'est facilement transmissible par le salut, par le toucher. Il suffit de toucher un endroit qu'un contaminé a touché pour l'avoir avec soi, et donc il faut suivre avec beaucoup d'attention toutes les règles qui sont éditées par les médecins et l'ensemble du corps médical du monde. L'équipe de Gabon Politique est très ravie de vous accueillir dans ce studio pendant 52 minutes, le temps de l'émission. Nous sommes 2 journalistes autour de cette table pour échanger avec vous. Je suis Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Dans notre tradition, nous commençons d'abord par rappeler l'esprit et le but de l'émission avant d'ouvrir le débat. Gabon Politique est en effet une tribune que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de notre démocratie. Vous conviendrez avec nous que l'on ne doit pas toujours attendre les périodes électorales pour s'adresser aux Gabonais. Le contact devrait être permanent, d'où cet échange qui se veut constructif et sans tabou. Les questions sont ouvertes, mais parfois embarrassantes. Ces questions s'inscrivent dans la logique du devoir, des vérités et de responsabilités de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français. Je cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Monsieur le Président de l'ARENA, c'est également votre conception du journalisme, la vérité, rien que la vérité? La vérité, rien que la vérité, et surtout dans la vérité, la liberté de s'exprimer et de faire exprimer. Nous allons aborder la première partie consacrée aux questions d'actualité avec vous, Achille. Monsieur le Président, le Gabon vient de réceptionner des cargaisons de matériel médicaux achetés par le gouvernement. Et le deuxième, c'est un don de milliardaires chinois destiné à outiller les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que l'ensemble de la population pour lutter contre le coronavirus. Quel commentaire faites-vous à ce sujet? Déjà, merci pour cette question. Pour ce qui est du coronavirus, j'ai entendu une des déclarations dans notre pays, celle du président de la République. Et il disait, entre autres choses, que le Gabon était prêt à faire face à cette pandémie. J'en étais, et je le suis encore, étonné de cette assertion, outre ce que j'accepte avec lui, c'est-à-dire les mesures que chacun de nous, en tant que citoyen, doit prendre, aussi bien pour éviter quand on est seul que quand on est en masse.
J'en étais étonné parce que je me demande comment le Gabon peut être prêt dans une situation de ce genre, une pandémie, lorsque d'ordinaire on n'est pas prêt. Quand vous allez à l'ancien hôpital général, aujourd'hui appelé CHUL, vous trouvez des femmes qui accouchent à même le sol. Vous vous rendez compte que l'ordinaire n'est pas traité. Comment arriver à bout de l'extraordinaire si l'ordinaire n'est pas déjà traité? Ce sont autant de questions pour dire qu'il faut qu'on arrête avec les déclarations gadgets. Il s'agit des vies des gens. Et être prêt, ce n'est pas une simple déclaration, une simple déclamation. Être prêt, c'est vraiment être prêt et mettre toutes les mesures nécessaires. Par exemple, vous circulez à travers Libreville et vous vous rendez compte que tout est fermé. Je vous prends un cas. Vous avez envie de vous acheter de l'eau de Javel, par exemple, ou ce gel qu'il convient de toujours avoir avec soi pour hydroalcoolique pour éviter d'attraper le coronavirus. Vous ne pouvez pas l'acheter, monsieur, parce que c'est fermé partout. Mais comment faire dans ce cas? On a demandé aux acteurs économiques de fermer toutes les activités économiques. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Comment le citoyen lambda, qui doit éviter, moi je viens d'arriver chez vous, et je n'ai pas vu à l'entrée qu'on vous protège. J'ai amené avec moi mon gel, mais je veux dire... Également chacun de nous. Chacun de vous, mais au plan individuel. Mais je veux dire, en tant que service public, qu'est-ce qui est à l'entrée pour vous protéger, vous? Il pouvait bien arriver que je n'ai pas ce gel, et que je porte le coronavirus avec moi. Vous voyez que je vous mettrai en danger parce que le service public est ouvert, mais les mesures d'accompagnement du service public n'y sont pas. Si vous allez au Rwanda aujourd'hui, vous allez dans les rues de Kigali, vous verrez que tous les 20 mètres, il y a des endroits où vous pouvez tranquillement vous nettoyer les mains. Monsieur le Président, là c'est en termes de proposition. Le gouvernement vient de mettre en place ce système dans les différents carrefours quand même. Il vient de mettre en place. C'est en termes de proposition que Monsieur le Président... Absolument. Oui. Vous avez vu en collaboration avec la SEG, il y a ce mécanisme qui vient d'être mis en place. C'est en train d'être mis en place. Moi je circule, je n'ai encore rien vu. Je suis en train de voir des dispositifs qui sont en train d'être mis en place. Vous comprenez qu'il ne faut pas qu'on suive les autres dans leurs décisions, ou si l'on veut suivre les autres dans leurs décisions, il faut qu'on les copie totalement. Tous ceux qui ont pris des décisions de ce genre ont mis des mesures d'accompagnement. Il faut des mesures d'accompagnement dans ce genre de choses. Parce qu'effectivement, la pandémie, je comprends le président de la République, il peut avoir quelques difficultés à surmonter ce genre de problème. Mais c'est pour cela qu'on a associé toutes les forces. Le message que le Premier ministre avait d'abord donné, même s'il n'y a pas eu des échanges, mais vous rigolez, mais vous pensez, vous trouvez sérieux qu'on invite des gens responsables et qu'il n'y ait pas d'échange? Vous trouvez ça sérieux? C'est ça. Vous pensez que vous, le directeur général de votre radio, vous appelle à une concertation pour tenter de surmonter un phénomène qui s'est posé dans votre maison, et puis il parle seul, il fait du monologue, et il disperse... Monsieur le Président, l'erreur est humaine. Ça a été dénoncé. Le gouvernement est revenu ces derniers temps en invitant... C'est un mauvais coaching, ce n'est pas une erreur, c'est une mauvaise façon de faire. Certes, l'heure n'est plus aux critiques, l'heure est grave. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à leur place? Mais la critique contient toujours la proposition. Il faut prendre les mesures d'accompagnement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, chez les autres, quand on dit à une entreprise fermée, on vous dit je compense ce manquement par 1000 francs. Je vous les donne pour pouvoir compenser tout ce manquement. Mais quelles sont ces mesures d'accompagnement qui sont faites chez nous? Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. C'est pour inviter le gouvernement à aller plus loin dans la réflexion. Il ne s'agit pas d'une chose légère, il s'agit d'une chose sérieuse. Et quand vous circulez partout, vous savez, vous allez au marché aujourd'hui, il y a des mamans qui ne vivent que de leur petit commerce. Vous lui dites, ne vendez plus. Comment elles mangent? Vous savez, 82% des Gabonais sont locataires. J'enlève les fonctionnaires qui, eux, heureusement d'ailleurs, ils ont eu leur salaire. Mais pour ceux qui vivent par l'activité économique, mais ils louent comment? Si on ferme pendant 2, 3, 4 semaines son activité, comment le logeur va-t-il être consentant pour dire, comme votre activité n'a pas marché, je vous autorise à ne pas payer mon logement? Non, il ne le comprendra pas. C'est pour ça que les mesures d'accompagnement sont importantes. Il faut que le gouvernement aille plus
plus loin. Si j'étais le gouvernement, si j'avais été chef du gouvernement, je mettrais en place une équipe de réflexion pour aller plus loin. Il ne s'agit pas de simples déclamations, il ne s'agit pas de simples déclarations. Il s'agit de comprendre que l'heure est grave et que les implications sont nombreuses. Elles sont au plan social, elles sont au plan économique, elles sont certes au plan politique, mais au plan économique et social, les implications du coronavirus sont nombreuses. Il faut qu'on s'y prépare et qu'on prenne toutes les mesures. Vous, en tant que leader politique, grand cadre de la Doutila, avez-vous fait un geste de sensibilisation? Quelles sont vos actions en faveur de ces populations, les populations du Gabon, notamment celles de Mabanda, votre fief, votre base natale? Écoutez, pour que de Libreville, de là où je suis, j'arrive à faire, au-delà de communications ordinaires et familiales, je pense que vous ne parlez pas de ça, vous parlez des communications un peu plus... De grande ampleur. De grande ampleur. Mais pour que j'arrive à le faire, il n'y a que deux choses. Ou utiliser les médias, ceux dont je n'ai pas accès, et je remercie d'ailleurs la RTG chaîne 1 de me permettre de parler aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours. C'est ouvert. Ce n'est pas tous les jours. Ben, je vous remercie d'apprendre que c'est ouvert, parce que c'est quand même, pour moi, l'une des rares fois où je suis ici. Et c'est bien que cet esprit y soit. Ou alors, il faut physiquement se déplacer. Or, les déplacements, en ce moment, ne sont pas tout à fait autorisés. Et donc, nous faisons que du bouche à oreille, de proche en proche, sans avoir à entreprendre une action de grande ampleur, surtout qu'il faut respecter, entre autres mesures du gouvernement, celle de ne pouvoir se regrouper à plus de 10. Bon, nous avions prévu un certain nombre de regroupements, c'était avant le coronavirus d'ailleurs, mais nous avons dû surseoir l'ensemble de ces regroupements pour des raisons de respect de cette communication du gouvernement. De nombreux observateurs disent que le pays pétrolier, dont le Gabon, pourrait faire face à une crise de liquidité grande avec une baisse du prix du baril, passé de 60 à $30. Situation consécutive à la pandémie, donc au coronavirus. Alors, quelle analyse faites-vous à ce sujet? Non, l'implication, on parle du pétrole, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Je vous prends un cas. On sait que ça fait plus de 80% pour ce qui est de notre budget. Tout à fait, j'en arrive. Je veux dire que l'implication, elle est globale, elle est au plan économique de façon générale. Si vous prenez des pays comme l'Espagne aujourd'hui, hier l'Italie, la France dans quelques jours, vous allez voir que l'activité économique a baissé de plus de 60%. Et donc, ça fait d'énormes pertes. Je vous apprends que dans la première semaine du coronavirus, les grandes entreprises occidentales délocalisent beaucoup. Et aujourd'hui, les lieux de délocalisation, c'est l'Asie. Parce que la main-d'œuvre, elle est moins chère, elle coûte beaucoup moins cher. Donc, les coûts de production sont très bas. Et la Chine est l'une des terres d'accueil de cette délocalisation. Et vous allez vous rendre compte que 90% des entreprises occidentales, notamment américaines et européennes, ont été vendues les 2 premières semaines du coronavirus en Chine. Parce que, ils pensaient que la pandémie aurait eu des conséquences très, très graves. Et du coup, l'État chinois a racheté toutes les entreprises occidentales qui étaient spécialisées dans la technologie, dans la biomédication, etc. Donc, les conséquences sont nombreuses. Pour venir sur les sociétés pétrolières, je dis que ce ne sont pas seulement les sociétés pétrolières. Parce que la chance que nous avons, c'est que l'OPEP, c'est encore, grâce aux pays arabes, c'est encore contrôler le prix du baril du pétrole. Mais il va de soi que nous ne sortirons pas de là forcément vainqueurs si, bien sûr, des mesures au plan mondial ne sont pas prises en matière de protection du prix du baril du pétrole. Et de ce côté, l'OPEP est en train de se battre, et en tête desquels l'Arabie Saoudite et le Koweït sont en train de se battre pour que le prix du baril descende le moins possible et que les pertes ne soient pas trop grandes. En tous les cas, 80% du budget gabonais, si jamais ça descend de plus de 20-30%, ce sera la catastrophe et nous espérons que nous n'en arriverons pas là. Monsieur le Président, il y a une dernière préoccupation concernant le coronavirus. Vous dénoncez les manquements du gouvernement. Certes, mais que dites-vous des comportements de ces compatriotes mis en quarantaine et qui s'évadent, qui refusent de se faire traiter, préférant propager la maladie? Non, c'est de l'irresponsabilité, tout simplement. Non, on ne peut pas permettre ça.
Vous savez, il y a des pays où ça a été un peu plus fort que ça. Vous allez en Russie et même en Chine, c'est clair, vous encourez une peine si jamais on vous surprend en train de faire. Parce que vous ne courez pas seulement la mort, vous seul, vous faites courir la mort à d'autres. Il faut parfaitement interdire. Hein. La Russie a interdit. Si vous osez faire ce que vous décrivez là, eh bien, vous encourez une peine d'emprisonnement ferme. Et c'est clair. Si vous avez du plaisir à courir du danger, c'est votre problème. Vous avez le droit de vous suicider, ça c'est vous qui avez des comptes à vous rendre avec vous-même. Mais vous n'avez pas le droit de causer la mort des autres. Et donc on ne peut pas du tout. J'ai entendu qu'il y a un citoyen gabonais qui blaguait. Hein, qui a simulé la maladie. Voilà, et tout ça. Non, ce sont des choses qui ne se font pas. De ce point de vue, je serais pour que des mesures fortes soient prises à l'endroit des gens irresponsables. La suite de l'émission avec le parcours personnel de l'homme, qui est Richard Mulomba Mombo, avant d'être acteur politique. Quelle est sa formation? Quelle est son expérience professionnelle? Vous savez, j'aime pas beaucoup parler de moi. Je préfère qu'on parle de moi plutôt que moi-même parler de moi. Mais je suis Richard Mulomba Mombo. Je suis Pounou, né dans la Doutila, à l'époque dans un village appelé Mulunda. Aujourd'hui, ça s'appelle Douanou. Doutila, c'est Mabanda. Voilà. Et je suis né le 30 juin 1966. J'ai passé toute ma vie à Libreville. J'ai appris à Libreville, primaire, secondaire et mon supérieur, je l'ai fait en partie à Franceville, à l'USTM. J'ai fait mathématiques. À l'époque, à l'USTM, en dehors du cycle ingénieur, pour ceux qui faisaient ingénierat, tous les autres cycles allaient poursuivre à l'extérieur. Et donc, c'est ainsi qu'on m'a, moi, envoyé à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour poursuivre mes études de mathématiques. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré, en 1990, celui qui deviendra plus tard mon mentor politique, Pierre Mamboundou, qui lui, de son côté, était à la CCT à l'époque, et à la suite de la création de l'UPG en 1989, le 14 juillet, avait été chassé de Paris, de la France, et a trouvé terre d'accueil au Sénégal. Et donc, notre idylle est née à cet endroit, au Sénégal, à Dakar. Et vous vous êtes intéressé à la vie politique. C'est son discours qui vous a séduit. Comment ça s'est passé concrètement? Un mathématicien qui se transforme, qui fait un virement spectaculaire en politique. Non, déjà, il faut vous signaler une chose, peut-être que vous n'avez pas remarqué, c'est que les plus grands et les meilleurs politiciens du monde ont été des scientifiques. Et Abdoulaye Wade, savez-vous, peut-être que vous ne le savez pas, avant d'être avocat, est d'abord un économiste, mais avant d'être économiste, est d'abord un mathématicien. Il a fait les mathématiques, puis il s'est intéressé à l'économie, et après, il est devenu avocat. Pourquoi et comment Mulomba, un mathématicien, s'intéresse à la politique? Il faut reconnaître que je crois en le destin. Et dans mon parcours, la vie sociale m'a toujours amené vers des associations, vers les mutuelles, les coopératives, et je l'ai fait dans les lycées, je l'ai fait à l'université. Quand je suis arrivé à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai trouvé quelques Gabonais, une cinquantaine, dont certains de vos responsables ici, à la RTG, et j'étais l'un des plus âgés, parce que j'arrivais en licence, et eux, ils venaient en première année, notamment l'une des écoles qui forment des journalistes, le CESTI. Voilà, pour bon nombre, ils étaient au CESTI. Et donc, j'ai créé l'association des stagiaires et étudiants gabonais à Dakar. Parce qu'il ne faut pas être prétentieux, c'est avec d'autres compatriotes, bien sûr, dont l'un d'eux est avocat, Maître Ntoutoum, Lubin. Je vois, il y a un qui est décédé, lui, Claude Munzeu Kumba, et bien d'autres qui étaient avec nous. L'un d'eux également a été avec vous ici, DG, à Bessolo, Sylvain et Michel Filimzé. Voilà. Et donc, nous avons créé cette association. Et donc, la défense des intérêts du plus grand nombre était là, dans moi et avec moi, la défense des plus faibles. Donc, Mamboundou, l'arrivée de Mamboundou à Dakar n'a été qu'un déclic. En réalité, quand j'ai organisé les collègues, les amis,
les compatriotes les plus âgés, parce que les jeunes, ils ne pouvaient pas comprendre. J'en ai organisé 14 pour qu'on aille lui rendre visite, parce qu'on avait entendu qu'un Gabonais avait été chassé de la France et nous avons quand même aimé un peu son discours, parce que étudiants à l'époque, vous êtes un peu curieux et tout ça. Et puis, une chose m'a marqué moi, c'est qu'il nous a reçus à l'hôtel où il était confiné, parce qu'il ne pouvait pas sortir de là, à l'hôtel à la FIFA. Il nous a reçus à 14h, nous en sommes sortis à 19h. Vous voyez bien, de 14 à 19, combien d'heures? Et pendant toutes ces heures, nous, 14 réunis, nous avons pu parler, si j'ai chronométré le temps, à 1 heure. Donc les 4 heures restantes, c'était lui qui parlait. Et donc j'ai lu en lui un homme qui avait envie de parler à ses compatriotes, qui avait vraiment besoin. Et on sentait que ça lui manquait énormément. Et je me suis dit, cet homme a besoin de ses compatriotes ou de quelqu'un avec qui parler de temps en temps, parce que sinon il peut devenir malade, fou, etc. Confiné tout seul dans une chambre d'hôtel, et tout ça, ça peut rendre fou. Et c'est ainsi que j'avais pris la décision, au risque de perdre ma bourse, bien sûr, puisque je l'ai perdue après, parce qu'on nous a rappelé pour dire, monsieur, vous avez entraîné d'autres étudiants chez monsieur Mamboundou, vous avez des comptes à nous rendre, l'ambassadeur m'a rappelé, et puis m'a interdit tout le monde en menaçant de couper la bourse. Je lui ai dit que je continuerai d'aller tant que mon cœur me dira d'aller, et ils ont coupé ma bourse. Et puis, vous avez adhéré par la suite à l'UPG, vous rentrez au Gabon, vous exercez aux côtés de Pierre Mamboundou. Comment ça s'est passé ces années? Vous avez parlé de 21 ans de collaboration. Oui. Jusqu'en 2011, où tout a basculé. Comment ça s'est passé? Bon, nous avons écrit une belle histoire. J'ai eu la chance d'avoir à apprendre à côté de quelqu'un qui a tout de suite eu une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, c'est me faire confiance et me responsabiliser. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi, mais sur le plan politique, il a pensé qu'il pouvait me donner des responsabilités devant ces aînés-là. Il y en a qui avaient déjà certaines de ces responsabilités, mais il n'a pas hésité à me les donner. Et il m'a, en dehors de la confiance, m'a donné la liberté de m'exprimer, vraiment d'exprimer mon intelligence. Bien sûr, dans les limites de collaboration avec un chef. Et donc, il a laissé mon génie s'exprimer et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre avec lui. Et c'est pour ça que 21 ans sont passés sans que je ne sente qu'il y a eu 21 ans qui sont passés. Vous lui rendez hommage aujourd'hui? Absolument, absolument. Je pense que le Gabon, au-delà de moi, le Gabon a perdu un talent qu'il retrouvera difficilement. Donc je lui rends parfaitement hommage de là où il est, s'il m'entend. C'est vrai que dans les derniers moments, quand je suis parti, j'étais un tout petit peu en colère, mais il a fait un travail formidable sur ma personne, il m'a transmis ce qu'il avait à me transmettre, et je pense même qu'il m'a poussé dehors pour me sauver. En 2011, où tout a basculé, je disais tantôt, vous démissionnez de l'UPG, vous créez l'ARENA et Pierre Mamboundou décède. Quel état d'esprit? Oui, Trop de choses à la fois? Trop de choses à la fois, mais c'est pour ça que je dis qu'il m'a aidé à aller hors de l'UPG pour me sauver. Parce que je suis persuadé que si je n'avais pas démissionné de l'UPG, l'héritage aurait été difficile. L'héritage, non seulement l'héritage aurait été difficile, parce que c'est la prévision de cet héritage qui a fait que tous les crocodiles sortent du boisseau et viennent à me croquer qui une jambe, qui un bras. Au-delà de ça, mais je veux dire que nous avions l'habitude, lui et moi, de rester à deux à décortiquer la vie politique après le travail de tout le monde. Et ce jour-là, je suis persuadé que je serais resté avec lui jusqu'aux heures indues. Vous n'imaginez pas que j'ai resté avec lui quelquefois jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin pour travailler. Il y a des jours où on s'est séparés à 7h du matin, lui allant à l'Assemblée nationale, moi allant à mon travail. Et donc, je suis sûr que ce jour-là, je serais resté certainement avec lui. Et peut-être 2 minutes après mon départ, il serait décédé et qu'on aurait dit que c'est Moulomba qui l'a tué avec la complicité, qui du pouvoir, qui de n'importe qui. Et donc, je pense que cette séparation a été guidée non seulement par Dieu, mais peut-être par lui-même aussi, parce que il n'a rien fait pour me retenir. Et quelque temps après, j'ai compris
qu'il voulait m'épargner de beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur le passé, et surtout ce qui vous a amené à vous distancer de votre aîné, de votre mentor. Alors, tout ce qu'il y a eu comme balkanisation de l'UPG, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle, de tout cela? La première réaction que j'ai est de comprendre, et pour nous tous d'ailleurs. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais quelle que soit la région du Gabon à laquelle vous appartenez, je sais une chose, c'est qu'un héritage n'est jamais tout à fait matériel. Je veux dire, quelqu'un qui hérite de papa, c'est pas la maison qu'il hérite. Quelqu'un qui hérite de papa, c'est pas le chasse-mouche qu'il a laissé au corps de garde, non. La maison, d'ailleurs, n'a jamais fait partie de l'héritage, parce qu'en général, ces femmes qui sont restées restent dans la maison. L'héritage dans nos villages se transmet autrement. Votre père vous amène en brousse, il vous montre telle piste, il vous montre tel arbre, il vous montre telle chose, il fait exprès de vous faire passer à côté d'une chose dont il voudrait que vous tiriez une leçon. Bref, l'héritage se transmettait autrement. Et les gens, malheureusement, pensent que l'héritage, c'est une question matérielle. C'est pour dire quoi? Qu'après la mort de Mamboundou, beaucoup d'héritiers de Pierre Mamboundou sont sortis du boisseau pour dire « c'est moi l'héritier » parce qu'il fallait garder le siège, parce qu'il fallait garder la chose matérielle qu'il a laissée, parce qu'il fallait garder ci. Je crois que cette perception a fait que l'UPG se soit déchiré. Parce qu'en réalité, le vrai héritage n'était pas là où on pense. Les vrais héritiers se connaissent. Pierre Mamboundou a transmis son héritage à des gens et ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. Et donc, ceux qui ont pensé que l'héritage est matériel ont déchiqueté le parti. Et aujourd'hui, bien sûr, le parti est devenu l'ombre de lui-même, puisque, d'après ce que j'observe, il y a au moins 4 ou 5 tendances de l'UPG qui existent aujourd'hui. Richard Moulomba Mombo, vous avez toute une histoire avec Pierre Mamboundou, votre collaboration, votre proximité avec Pierrot, comme beaucoup l'appelaient, avec les autres. Quel regard faites-vous aujourd'hui de l'UPG qui n'existe plus? Quels ont été les plus grands bénéficiaires? Vous, Moukani Wangou, Mavioga, Mziou Manfumbi, parmi les gens que l'on cite là, vous êtes le plus bénéficiaire. Rappelez-nous, que peut-on considérer comme grand bénéficiaire de Pierre Mamboundou, la proximité? Alors, est-ce que ces gens, pour avoir peut-être accédé au poste de ministre, au poste prestigieux, on va dire, ou bien par rapport à l'expérience, la richesse, la culture politique les de valeurs, l'homme et la personnalité, ou bien c'est vous l'héritier? Je ne voudrais pas être prétentieux et ni insolent vis-à-vis de mes anciens collaborateurs, parce que tous ceux que vous citez ont été mes collaborateurs et je les ai gérés en tant que secrétaire général. Et donc, ce serait très prétentieux de dire qu'ils ne sont pas du tout héritiers ou que je suis le seul, l'unique héritier, etc. Mais je pense que j'ai eu la chance d'apprendre et d'apprendre énormément les valeurs auxquelles vous faisiez allusion. J'ai appris à ses côtés et sous son aile tout ce que je connais aujourd'hui en politique. Je ne pense pas qu'être ministre, c'est être bénéficiaire de quelque chose que ce soit, mais ce que je sais aussi, c'est qu'ils n'auraient pas été à côté de Mamboundou, qu'ils ne le seraient pas devenus aujourd'hui. Je veux dire, qu'ils ne seraient pas ministres aujourd'hui, ou etc., puisque pour la plupart, voyez-vous, ils ont dû exhiber, pour être à ces différentes responsabilités, leur lien ou leur liaison ou leur acquaintance avec feu Pierre Mamboundou. Et donc, quelque part, leurs nominations ou leurs différentes nominations, leurs graduations sont liées à cette proximité avec Pierre Mamboundou. Est-ce que ils ont tiré, ou les uns et les autres ont tiré le meilleur profit de lui? Chacun pourra le dire, mais moi je pense avoir eu le meilleur de lui. Mais sans être le seul qui ait eu quoi que ce soit, parce que chacun peut tirer à sa façon ce qu'il estime bon. Vous savez, vous pouvez avoir affaire à plusieurs types de personnes. Il y en a qui pensent que le matériel est une bonne chose et que en avoir, comme je tiens cette bouteille, c'est un profit. D'autres pensent que les valeurs sont ailleurs que dans le matériel. Et donc, chacun pourra dire ce en quoi il a tiré le maximum de profit. Ce que je regrette, par contre, c'est que des gens qui se disent héritiers ou qui se sont dit à un moment ou à un autre héritiers de Pierre Mamboundou aient déchiqueté son parti aussi lamentablement
qu'il l'est aujourd'hui. Monsieur le Président, je suis persuadé, Molomba Mombo, je suis persuadé que si je serais resté, j'aurais été à l'UPG au moment où Mambundu mourait, l'UPG n'aurait pas connu cette déchirure qu'il connaît. Quel commentaire faites-vous de ceux qui disent que c'est vous qui avez gardé un peu la ligne, la fermeté, l'intelligence de Pierre Mambundu? Alors, qu'est-ce qui reste de Pierre Mambundu dans son côté rigoureux? C'est vous? Apparemment, vous avez tout refusé, dit-on. Je préfère que d'autres jugent. Vous savez, dans un village, lorsqu'un père de famille meurt, ce sont les villageois qui disent « cet enfant-là ressemble à son père ». Quand tu le vois marcher, il est comme son père. Quand tu le vois parler, il est comme son père. Il est prétentieux pour cet enfant de dire « je suis celui qui ressemble à mon père ». C'est une prétention qu'on ne pourrait accepter. Je préfère que les gens jugent et observent. Mais je dis qu'un homme doit vivre avec des valeurs. L'Alliance pour la Renaissance nationale est née en 2011. Dans la douleur. Dans la douleur. Et en 2012, lorsque vous avez célébré le premier anniversaire, en bon mathématicien, vous avez comptabilisé, selon vos chiffres, 8525 adhérents. Et il y en a combien aujourd'hui, 9 ans après? Bon, j'avoue que je n'ai pas fait le point avant de venir. Mais globalement, est-ce que vous avez... nous sommes à une trentaine de mille. D'où sort-il? Avec tous ces partis, vous êtes aujourd'hui à plus de 80 partis politiques au Gabon. D'où sortent vos militants? Non, mais vous savez, il y a... Ce ne sont pas les mêmes? Ce n'est pas exclu. Mais ce que j'ai envie de dire, il y a effectivement près de 70 partis politiques légalement reconnus. Et il n'est pas exclu que des gens soient dans plusieurs partis à la fois, mais surtout, il y a quand même un peu plus de 800 000 âmes à même d'appartenir à un parti, je veux dire de 18 ans et plus au Gabon. Et donc... on les retrouve essentiellement dans quelle partie du Gabon? Quelle est la situation politique, la carte politique de l'ARENA? L'ARENA est implantée un peu partout dans le Gabon, sauf dans le Haut-Ogooué où nous avons des sympathisants, mais nous n'avons pas une fédération à proprement parler. Dans le Oué-Lolo, nous n'avons pas une fédération non plus, et dans le Goué-Vindo, où nous n'avons pas de fédération non plus. Mais les sympathisants existent sans fédération. Je veux dire, nous avons des militants qui ont des cartes, mais il n'y a pas une fédération à proprement parler qui existe et qui a été installée. Mais nous pensons et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons le faire. Mais il faut aussi dire que nous, à ARENA, notre principale faiblesse est la partie matérielle et financière. Vous savez que aujourd'hui, le militant, ce n'est pas celui qui apporte au parti ou à l'association. Le militant, aujourd'hui, c'est celui qui demande au parti. Et donc, c'est lui à qui le parti va apporter quelque chose. Il s'attend à ce que le parti l'aide à payer ses factures, à sortir de l'hôpital, à acheter des médicaments, etc. Et donc, sous cet angle, nous sommes faibles parce que nous avons décidé, nous, par nos valeurs, de ne pas nous rabibocher face au pouvoir. Et il se trouve que malheureusement, c'est le pouvoir qui a les moyens de cette politique. Et c'est lui qui l'a d'ailleurs instauré. Mais vous pouvez sensibiliser vos militants pour montrer que vous voulez gouverner autrement. Oui, bien sûr. C'est ce que nous faisons. Nous l'avons réussi déjà, vous vous souviendrez, puisque nous en avons parlé il y a quelques minutes, nous l'avons déjà fait et fortement fait à l'UPG. L'UPG n'avait pas d'argent, l'UPG n'avait rien du tout. Ce sont les citoyens, je suis sûr que certains d'entre vous ont mis leurs 1000 francs, leurs 100 francs. À travers des corbeilles? Voilà, nous avions créé, j'avais créé à l'époque les caisses rouges, si vous vous souvenez, et elles se remplissaient lors des meetings. Mais de mon point de vue, si on analyse la sociologie de cette population, les populations sont devenues plus prudentes et moins engagées parce qu'elles se sont rendues compte que beaucoup de leaders les ont trahis. Enfin, c'est l'une des raisons, c'est pas la seule. Elles se disent, mais pourquoi se tuer pour un leader si demain il va aller manger au pouvoir comme tous les autres? Et donc, aujourd'hui, ces populations sont de moins en moins volontaires en la matière. Mais il faut reconnaître, juste pour terminer, que 2 leaders ont eu cette chance, la chance de bénéficier des efforts de la population. Le premier d'entre eux, c'était Mba Abessol,
Le second, c'est Pierre Mamboundou. Après eux, il n'y a plus des leaders qui ont bénéficié de cette attention particulière de la population. Justement, est-ce qu'il n'y a pas crise entre les populations et vous, les acteurs politiques? Forcément, il y a une crise. Il y a une crise de confiance. Oui. C'est clair. Parce que on en a fait allusion sans vraiment le dire directement. Mais écoutez, si aujourd'hui je combats et puis demain on me retrouve dans le pouvoir que je combats, en encensant le pouvoir et en disant des choses complètement contraires à mon discours habituel, que voulez-vous que les populations pensent et disent demain d'un autre? Pensez-vous qu'elles vont faire confiance au prochain? La réponse c'est non. Donc il y a une crise réelle. Elle provient entre autres du comportement peu orthodoxe de certains leaders qui, à un moment donné de leur combat, pensent à leur ventre et à leur famille plutôt que aux valeurs qui les ont guidés pendant longtemps. Et il faut le dire. Mais il faut dire que les leaders en question sont mis dans des conditions de mendicité. Je vous prends mon cas. Moi, j'étais dans une entreprise non gabonaise, américaine, mais j'ai perdu mon emploi par le biais d'Omar Bongo, parce qu'il a estimé à l'époque que c'est mon argent qui faisait vivre Pierre Mamboundou. Et qu'en me privant de mon argent, voilà. Et donc, il a menacé mes chefs pour qu'on me mette dehors. Et j'ai été, depuis fin 2003, je n'ai pour seul emploi professionnel que... Vous êtes enseignant? La fonction d'enseignant, mais attention, en tant que vacataire, pas en tant que... Fonctionnaire. Fonctionnaire. Je suis pas fonctionnaire gabonais. J'ai jamais été fonctionnaire gabonais. J'étais dans le privé. Voilà, mais là, je suis vacataire parce qu'on ne peut pas m'enlever cette connaissance. On ne peut pas m'interdire d'enseigner. C'est parce qu'ils n'ont pas. Mais quand ils ont eu la possibilité de me mettre dehors, ils m'ont mis dehors. Et donc, il y a déjà ça, cette façon de percevoir la politique, de penser que si vous n'êtes pas avec nous, vous avez droit au malheur. Et buvez le malheur du matin au soir. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, juste vraiment pour terminer, qui pousse à la mendicité, c'est quoi? Nous, les partis politiques au Gabon ont droit à une subvention. Depuis 1990, lors de la conférence nationale, on a instauré une subvention de fonctionnement. Sous des conditions, bien sûr. Il faut avoir des élus, il faut. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis plusieurs années, cette subvention n'est pas payée. D'accord? Les partis vivent comment? Et on interdit, d'après les nouvelles modifications de la loi qui sortent d'Angondje, on interdit aux partis politiques d'avoir des aides extérieures. Ça veut dire que si j'ai une association, un ami qui voudrait m'aider de l'extérieur, il n'a pas le droit de m'aider. Mais si les subventions ne sont pas payées, parce qu'il a commis un délit de contradiction avec vous, vous mettez dehors, hors de son emploi, le leader ou un membre d'un parti politique, parce que même nos militants sont menacés dès qu'on apprend qu'ils sont avec vous. Il a commis un délit de contradiction, vous le mettez dehors, hors de son boulot, il n'a pas le droit de recevoir de l'aide de l'extérieur, et la subvention qui est prévue par l'État et qui est dans la loi n'est pas donnée. Mais de quoi voulez-vous et comment voulez-vous que le parti vive? Est-ce que c'est le manque d'argent qui peut faire en sorte que la Doutila n'honore pas son leader? C'est ce qui fait que l'ARENA n'est pas d'élu. On se rappelle quand même qu'il y a eu un seul élu, l'élection partielle des députés. Vous avez eu un député à Mongo. Aux dernières élections, vous n'avez rien eu. Alors, est-ce que la Doutila doit pleurer son leader qui n'arrive pas à s'imposer sur l'échiquier politique? Monsieur Moulomba, vous êtes comme Nguizou Mbandama, vous n'êtes pas élu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'argent comme vous avez évoqué tout à l'heure? Mais une chose est sûre, c'est que l'implantation est liée aux moyens matériels et financiers. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, aux dernières élections, M. Moulomba ne s'est pas présenté comme candidat. Et les élections avant, l'ARENA avait aussi bien des élus locaux que des élus nationaux. Un seul élu national, le député de Le Mongo, comme vous le disiez, mais nous avions 2 présidents de conseil départemental dans la Lutila. Nous avions des élus locaux éparpillés à Mongo, à Chibanga, à Mabanda et ici à Libreville. Aux dernières élections, bien sûr, nous avions 4 candidats à l'élection législative et nous avions 5 listes. Nous n'avons pas eu d'élus, bien sûr, mais faute de moyens. Je ne vous apprends rien en vous disant que malheureusement au Gabon, la loi qui règne, c'est la loi de l'argent. C'est ce qui vous empêche de vous positionner à Mabanda? On sait bien que vous avez été élu, mais malheureusement l'élection avait été... Non, je n'ai pas voulu me positionner à Mabanda pour d'autres questions, pour d'autres raisons, mais nous avions un candidat dans la Doutila.
Mabanda. Ce n'était pas moi-même. Et puis, bon, il ne faut pas aussi qu'à toute élection, ce soit M. Moulomba. Un candidat qui est revenu bredouille. Voilà. Mais si le leader ne peut pas montrer le modèle, lui être élu, est-ce qu'il a le poids face à ses électeurs? Non, il n'y a aucun problème. Le leader peut ne pas choisir cette élection précisément. Les élections sont échelonnées. Il y a plusieurs types d'élections. Il y a les élections locales, les élections législatives, les élections présidentielles. Donc tout le monde n'est pas obligé d'être partout à la fois. Monsieur le Président. Chacun peut se préparer à un niveau ou à un autre. Monsieur le Président, oui. Permettez-moi de revenir sur votre description un peu malheureuse et frustrante de votre situation professionnelle. Vous avez perdu votre emploi à cause du pouvoir. Vous étiez dans l'UPG et vous sortez de l'UPG, vous créez votre formation politique et on arrive en 2016, vous soutenez un candidat qui était un baron du système qui vous a fait du mal. Comment expliquez-vous cela, votre soutien à Jean Ping? Écoutez, ça peut être compliqué parce que c'était un échange houleux à l'intérieur de mon parti. Nous avons eu cette discussion pour soutenir le candidat Ping pendant à peu près 2 mois. Et la décision finale, après vote, qui est apparue à 82%, le vote a donné ses faveurs au soutien à Jean Ping, le vote du directoire de l'ARENA. Quelquefois, on est obligé de faire avec ce qu'il y a pour combattre l'adversaire. À un instant précis, si Jean Ping se présente comme un ami, on peut faire front pour combattre un adversaire commun. Quitte à ce que nous ne partagions pas sur la longueur les mêmes avis politiques, parce que effectivement, comme vous le disiez, il a appartenu au régime Omar Bongo, au système Bongo. Comment, et c'est d'ailleurs des arguments qu'ont utilisés ceux qui ne voulaient pas que nous soutenions Jean Ping. Ils sont nombreux jusqu'à présent et bon nombre sont par exemple dans l'Ogooué maritime et qui tenaient mordicus à ce qu'il n'y ait pas ce genre de mélange. Mais quelquefois, il y a des accords contre nature qu'on peut être amené à faire pour atteindre un objectif. Et ça a été ce que nous avons fait pour atteindre l'objectif qui était celui de combattre le régime Ali et le système Bongo. Et dans ces accords-là, qu'est-ce que vous avez obtenu comme proposition? Au cas où il y a des compromis, on sait qu'en politique, rien n'est gratuit. Non, vous savez, si notre combat était lié à un ensemble de gains, pas de gains, ça peut être des responsabilités au sommet c'est toujours voilà, pas gain matériel. Notre plus grande satisfaction dans notre combat, c'est pour ça que je vous parlais des valeurs tout à l'heure. Notre plus grande satisfaction dans notre combat, c'est que le système Bongo tombe. C'est la seule raison ou c'est la manière de gouverner? J'arrive. Ce sont des postulats, c'est un ensemble de postulats. Nous disons que une seule famille ne peut pas gérer le Gabon pendant autant d'années. Une seule ethnie ne peut pas gérer le Gabon pendant autant d'années. Une seule province ne peut pas gérer le Gabon autant d'années, sauf si ils sont élus, choisis librement par le peuple. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, effectivement, on a vu des frères, un frère succéder à un autre, un enfant succéder à son père, parce qu'il a été élu librement. Et donc, pour nous, ce sont ces valeurs-là qui nous guident d'abord, avant les échanges de postes, etc. Donc, quand nous sommes mis avec Jean Ping, la priorité était de bouter dehors le régime Ali et le système Bongo. Et il va bien sûr de soi que si nous avions réussi cette passe, nous nous serions assis pour dire comment on gère ensemble. C'est clair. Vous auriez choisi quel portefeuille ou quelle administration? Non, c'est une prétention, nous n'en sommes pas là. Mais c'est un échange que nous aurions eu avec les autres parce que nous n'étions pas seuls et le partage se serait fait de façon normale. Beaucoup disent que vous êtes silencieux ces derniers temps. Les relations avec les autres partis aujourd'hui, vous êtes où exactement? On ne vous sent plus. Vous êtes toujours membre de la coalition pour la Nouvelle République? Je suis toujours avec Jean Ping, nous nous voyons régulièrement, donc membre de la coalition pour la Nouvelle République, ce qui n'empêche pas le fonctionnement du parti en tant que parti. Nous faisons des sorties, c'est vrai que nous ne venons pas beaucoup à la RTG, mais aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui nous aident
à nous passer de vous, à nous exprimer. Est-ce que ceux de Moulingui-Binza, est-ce que les résultats sont les mêmes? L'Internet? Non, évidemment que les résultats ne sont pas les mêmes parce que vous êtes en complémentarité. Hein. Exact. Il n'y a pas un qui peut dire, à moi seul, je fais ceci. Vous avez choisi un canal, celui de communiquer par les réseaux sociaux, c'est ça? Parce qu'il me pose moins de problèmes, moins de conditions. Chez vous, quand je vous invite, chez moi, d'abord, pour vous voir chez moi, c'est un problème. Ce n'est pas évident qu'on vous autorise à venir. Et quand vous venez, il faut payer le taxi, Voilà, je n'ai pas ces atouts-là. Et donc, je préfère utiliser les moyens les plus faciles. Mais je souhaite vivement que cette porte que vous venez d'ouvrir ce matin, qui est celle de me montrer que, à la suite de mon échange avec le DG, que vous êtes dans une nouvelle voie d'ouverture et que vous avez de plus en plus conscience que la chaîne, la RTG chaîne 1, est une chaîne publique, donc du contribuable gabonais, avec tout ce que cela implique. Puisque vous me montrez cette facette que je n'avais pas de vous, j'espère que, dans les prochaines sorties, l'ARENA se fera l'honneur de vous inviter et qu'il n'y aura pas d'anicroche. Monsieur le Président, vous venez de parler des réseaux sociaux. Pourtant, votre page Facebook est très verrouillée, pas accessible. Il faut être connecté. Pourquoi toutes ces mesures restrictives? Qu'est-ce que vous craignez quelque chose? Ça, c'est à la russe. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, sur votre photo de profil, vous êtes avec un ancien candidat à l'élection présidentielle de 1993, le candidat dit des Makaya, Martin Edoudomela. Quel message voulez-vous passer au travers de cette image? Rapprochement idéologique? Le candidat de Makaya, candidat à l'élection présidentielle de 1998. 98. C'est mon père. Je n'ai pas eu la chance, moi, de connaître véritablement mon père biologique. Et j'ai eu chaque fois la chance de trouver sur mon chemin quelqu'un qui me prend comme son fils. De la même façon que Pierre Mamboundou m'a pris comme son fils, de la même façon aujourd'hui, M. Edoudomela me prend comme son fils. Et du point de vue idéologique, on est parfaitement en phase. C'est un monsieur qui est d'une droiture impeccable et je me sens parfaitement à l'aise avec lui. Quand j'ai quelques coups de froid au plan moral, mental, c'est lui qui sait me remonter et sait me montrer la voie sans aucun problème. Et donc, oui, monsieur Edoudomela est un de mes mentors aujourd'hui. Et votre compte Facebook est verrouillé. Pourquoi? J'avoue que je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a une équipe qui s'occupe, mais je vérifierai. J'avoue que je ne vais pas dans les profondeurs. C'est un fonctionnement à la russe, hein? Alors, Monsieur le Président, beaucoup parlent de tractation avec le pouvoir. Beaucoup, que vous seriez en négociation, voilà, avec le pouvoir. On vous a beaucoup tenté, dit-on. On vous a appelé à plusieurs fois au gouvernement. La dernière fois, c'était quand? Rappelez-nous. C'était en 2019 ou bien cette année encore. Ça se poursuit toujours? On vous consulte toujours? Dites-nous la vérité, Monsieur le Président. Est-ce que toutes les vérités se disent? Non, je me demande. Mais tractation avec le pouvoir, non. Ce qui est sûr, c'est que... On vous approche? Non, mais c'est une évidence et c'est quasiment normal. Mais je veux dire que c'est pas ma tasse d'été. Vraiment, ma bonne tasse d'été, et je le disais à quelqu'un qui venait pour ce genre de choses, me convaincre de cela, ma bonne tasse d'été, c'est la bonne gouvernance. Gouverner bien, gérer bien, et vous êtes sûr que je n'aurai rien à dire. Et c'est ça ma bonne tasse d'été. Permettez aux gens de se soigner correctement et vous serez sûr que je n'aurai rien à dire. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés un philosophe Pounou, dont je porte le nom, qui fut chef de village pendant plus de 70 ans, et c'était mon grand-père, qui me disait, mon petit-fils, mon Dina, parce que je porte son nom, regarde bien, il y a des gens dans la vie qui ne voient pas. Tu as la chance de voir, vois pour eux. Il y a des gens dans la vie qui ne parlent pas. Tu as une bouche pour parler, parle pour eux. Il y a des gens dans la vie qui ne marchent pas, marche pour eux. Et donc, pour moi, ce n'est pas tant aller dans un gouvernement qui est... Non, monsieur, regardez bien, mais Ali est venu depuis 2009. Avant Ali, je disais ce que je dis aujourd'hui.
On a changé entre Omar Bongo et Ali plus de 50 gouvernements. Et rien n'a changé. Ça veut dire que le problème, c'est pas le gouvernement. Le problème est un problème de gouvernance. Mais le problème de gouvernance n'est pas un problème de gouvernement. Monsieur Mulumba, rien. Qu'est-ce que ça veut dire ce rien-là? Parce que nous voyons quand même les routes, nous voyons les hôpitaux, nous voyons quand même d'autres améliorations. Nous ne voyons peut-être pas mais le tronçon PK5, PK12. Madame, si vous faites un tronçon PK5, PK12 en 10 ans, franchement, vous faites 12 moins 5... ça fait 7. Qui va lentement, va sûrement, dit-on. N'encouragez pas la médiocrité. Nous n'encourageons pas, mais nous disons rien aussi, c'est aussi un peu trop négatif. Oui. Non. Si vous permettez. Oui. N'encensez pas ce qui n'est pas bon. C'est pas du tout notre rôle, mais nous restons dans l'objectivité. Madame, 7 kilomètres en 10 ans, c'est 0,7 km, ça veut dire un demi-kilomètre chaque année. Ce n'est pas un record. Arrêtons. Non, il ne faut pas encourager ça. Il y a les nids de poules un peu partout. Commençons par boucher ça. Vous avez envie de bien arriver chez vous. Je suis sûr que vous habitez un quartier périphérique parce que les quartiers modernes sont faits pour eux-mêmes. Et donc vous habitez comme moi un quartier périphérique. Mais vous avez du mal à arriver chez vous. Et je disais il n'y a pas longtemps, mais comment Ali Bongo peut nous dire qu'il va bitumer un tronçon de 780 km Libreville-Franceville, alors que on a besoin déjà, pour ça, de faire Libreville-Bifoun. Libreville-Bifoun, c'est 71 km. Commençons par déjà boucher ça. Il n'y arrive pas, madame. Et c'est 780 km qu'il veut construire? Non, arrêtons. Vous savez, les déclarations, c'est des petits jeux qui ne sont pas bien. Nous voulons que notre pays soit géré. Je suis persuadé que si les gouvernants se mettent sur la voie de la bonne gouvernance, ils n'auront pas de voix anti-eux comme celle de Mulumba aujourd'hui. Ils seront salués par Mulumba. Ils seront encensés par Mulumba, même s'ils ne sont pas du même camp. Personne n'est contre personne. On voudrait que les choses soient bien faites. Si on prend des modèles à l'extérieur, mais madame, les gens voyagent tous les jours. Quels sont les modèles qu'ils prennent dans leur voyage? D'où la nécessité aussi d'interpeller tous les Gabonais, parce que ceux qui gèrent avec ce président de la République, ce sont des Gabonais qui ont géré avec le père, ce sont des Gabonais qui se retrouvent avec vous aujourd'hui. Je suis d'accord. Donc le problème de fond, c'est le Gabonais. Le problème de fond, c'est le Gabonais, mais vous savez, ici par exemple, j'arrive, j'ai rencontré votre DG. Si vous déconnez au micro ou quelque part dans votre façon de fonctionner, c'est lui le manager ici. D'accord? Et c'est lui qui tape du poing sur la table pour rectifier votre comportement. Et donc, quand vous êtes président de la République, vous êtes le grand manager. Vous êtes le grand manager. Et donc, c'est lui, le président de la République, malheureusement. Parce que chez nous, on dit, quand on va en forêt, qu'un singe monte sur un arbre et casse les branches, elle tombe sur le dos de l'éléphant. Parce que l'éléphant est le chef de la forêt. Donc, le président de la République, en tant que chef de tout ce beau monde, c'est à lui qu'on s'adresse. Pour que lui s'adresse au Premier ministre, pour que le Premier ministre s'adresse au ministre, pour que le ministre s'adresse au secrétaire général d'un ministère, pour que le secrétaire général d'un ministère s'adresse aux directeurs généraux, et ainsi de suite. C'est ça. Le manager général s'appelle le président de la République, et c'est à lui qu'on s'adressera en cas d'échec comme en cas de victoire. Richard Mulumba, 2023, vous serez candidat, ça va? Je ne sais pas. Votre fief politique, c'est où exactement? Parce que vous êtes ni présent à Mabanda, c'est où les universités? Les grandes écoles où vous enseignez? C'est où exactement votre fief? Non, mais dans les établissements, on ne fait pas de la politique. Mais quand on regarde la tête de Richard Mulumba, on sait que c'est un leader politique, même s'il dispense les cours. Absolument. Mais il peut séduire certains étudiants, comme vous l'avez été. Oui, bien sûr, mais ça c'est normal. On peut être séduit à la télévision, de visu, etc. Ça, c'est normal. À la radio. À la radio, comme maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui appelleront pour dire, donnez-moi le numéro de ce monsieur. Mais ça, c'est normal. Partout où on se présente, d'une manière ou d'une autre, on peut séduire et on peut être séduit. Monsieur le Président, vous n'avez pas l'habitude de venir dans nos studios. Nous vous accordons quelques secondes pour un dernier message à la République. Écoutez, le dernier message, d'abord, c'est par rapport au coronavirus, pour demander aux uns aux autres que ce n'est pas une blague. Il y a derrière ça, mais on n'aura pas le temps de développer, mais il y a derrière ça quelque chose de très important. Mais je ne peux pas le développer là parce qu'il m'engage en tant que scientifique et statisticien surtout. Mais pour l'instant, observez les consignes telles qu'elles sont données
par le gouvernement. C'est important. Et je dis au gouvernement de prendre la mesure des choses en allant un peu plus en profondeur et en pensant aux mesures d'accompagnement. Si le gouvernement le peut, qu'il mette dans tous les coins de rue avec l'aide de l'ensemble des entreprises qu'ils peuvent solliciter, des gels, désinfectants à l'intention des populations pour celles qui circulent dans la journée. Et pour terminer, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et souhaiter que cette foi, celle d'aujourd'hui avec moi, soit le signe d'une ouverture réelle. Je vous l'ai dit en off, mais je vous le dis au micro, la télévision gabonaise et la radio gabonaise, la télévision un peu plus que la radio, ont réussi à détourner les regards des Gabonais, à désintéresser les Gabonais face à leurs médias. Il s'agit pour vous les jeunes, je vois là des grands talents, des bons talents, vous les jeunes, de ramener un nouvel esprit pour que le Gabonais s'intéresse à sa radio, à sa télévision, avant d'aller dans les autres chaînes de télévision et de radio. N'oubliez pas une chose, c'est que chaque fois qu'on va à l'étranger, dès qu'on est dans une chambre d'hôtel, on a un réflexe en double. Le premier, c'est celui d'allumer la télévision et de voir ce qui se passe dans les informations. Et le deuxième, c'est celui d'allumer la radio locale pour entendre, en savoir un peu plus. Donc n'oubliez pas donc que vous êtes les miroirs de notre pays. Soyez les meilleurs là où vous êtes. Soyez talentueux. Ne tuez pas votre talent parce qu'un chef est mauvais. S'il est médiocre, c'est son problème. Mais ne tuez pas votre talent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'ARENA. N'oubliez non plus 88.7, 96.5 et 447 sur Canal, c'est Radio Gabon. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Gabon Politique. Merci de nous avoir suivis. Nous avions comme invité Richard Moulomba Mombo, président de l'Alliance pour la Renaissance nationale ARENA, un parti politique de l'opposition qui défend une vision en totale rupture avec le pouvoir en place. Merci Richard Moulomba Mombo d'avoir accepté notre invitation. Côté technique, nous avons Rigobert Fouala. La coordination de l'émission est assurée par Ali Renald Radjumba sous la supervision de Bertrand Ebiagangwe. À bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.